une pièce d'horlogerie brisée, boîte et un secret figé dans son dernier tic-tac. Bienvenue dans Détective Eternos, je suis votre hôte Louis. Agrandissons ce cercle d'amateurs de mystère, commentez ci-dessous d'où vous écoutez. Vos voix donnent vie à cette chaîne et j'ai hâte de lire vos commentaires. Maintenant plongeons dans l'aventure. C'était le genre d'après-midi qu'on ne trouvait que dans des villages comme Little Witchwood. Le soleil adoucissait les nappes de dentelle blanche, l'air bourdonnant d'abeilles et les conversations polies. La fête estivale annuelle, organisée sur le domaine impeccable des Strickland, avait attiré dans un rayon de 8 kilomètres tous ceux qui souhaitent être vus, sirotant du thé tiède et commentant la roseraie. Madame Amelia Strickland, imposante dans sa soie bleu paon, présidait l'événement telle une monarque bienveillante, chaque hochement de tête provoquant un frémissement de déférence parmi les dames du comité. Son mari, le colonel Strickland, avait été aperçu en début d'après-midi près des sandwichs aux concombres, mais avait disparu peu après sous le prétexte éculé de vérifier la serre. Une histoire vraisemblable, murmurée à plus d'un villageois, mais personne n'insista. C'était ainsi à Little Witchwood. Le secret était souvent poliment ignoré, sauf s'il ne l'était pas. Miss Marple, assise sous une aubépine en fleurs, observait la scène avec un intérêt discret. Avec son cardigan rose pâle et son chapeau à la plume violette tremblante, elle ressemblait à une vieille fille savourant son thé. Mais ses yeux bleus perçants comme des aiguilles à broder ne manquaient de rien. Elle venait de faire remarquer à Madame Lavinia Prescott l'étrange tension entre la jeune Lily Hart et son employeur, le docteur Edmund Country, lorsqu'un cri strident fendit l'air. Un fracas suivit un bruit de verre brisé, puis le silence s'abattit sur la foule comme un rideau baissé. Ce fut Alice, la femme de chambre de Madame Strickland, pâle et allaitante, qui surgit de la maison, son tablier strié d'une couleur sombre et inquiétante. « C'est le colonel Strickland, il est mort. Oh mon Dieu, il est mort. » Il y eut un instant de stupeur, avant que la foule ne réagisse non pas avec hystérie, mais par des halètements, des murmures nerveux et le grincement pressant des chaises. Miss Marple se leva lentement, époussetant une miette inexistante de sa jupe. Elle ne se précipita pas comme les autres. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers la maison, plus précisément vers la fenêtre supérieure, juste au-dessus de la cheminée du salon, et fronça légèrement les sourcils. « J'espère vraiment, Ponure, murmura-t-elle à personne en particulier, c'est qu'il ne dérange pas l'horloge de la cheminée. Ce genre de choses a tendance à prendre une certaine importance par les temps qui courent. » La nouvelle de la mort soudaine et tragique du colonel Strickland se répandit à Little Witchwood plus vite qu'un orage d'été déferlant sur les collines. Au crépuscule, les rues, habituellement si paisibles à cette heure-là, bourdonnaient de spéculations. Les portes d'entrée s'ouvrirent juste assez pour laisser entrer et sortir les ragots, et les combinés téléphoniques claquèrent avec urgence, tandis que les théories chuchotées circulaient d'une maison à l'autre. À l'auberge du Cerf Rouge, 2 ouvriers agricoles se disputèrent sur la probabilité d'une crise cardiaque, tandis que la femme de l'aubergiste déclarait avec assurance que c'était du poison, et sans doute dans le thé. À l'épicerie du village, Madame Bloomfield raconta avec délectation comment elle avait vu le colonel se disputer avec le docteur Country la semaine précédente. Personne ne se souvenait précisément de l'objet de la dispute, mais le souvenir semblait s'éclaircir à chaque récit. Pendant ce temps, le domaine de Strickland était désormais sous le doux assaut de la police. L'inspecteur Grave, un homme solide avec une moustache en qui il avait plus confiance que la plupart de ses agents, était arrivé de Duncombe et s'était rapidement installé dans le salon, donnant des ordres avec une efficacité fulgurante. Ne touchez à rien,
avait-il aboyé à la femme de chambre qui avait tenté de ranger le service à thé. C'est désormais une scène de crime, et nous la traiterons comme telle jusqu'à ce que le médecin confirme la cause du décès. Le corps du colonel Archibald Strickland avait été retrouvé affalé dans son fauteuil, sous la grande horloge de cheminée ayant appartenu au grand-père d'Amelia. Une monstruosité, plus décorative que ponctuelle, avec son lourd boîtier en chêne et sa pendule en laiton. Un verre à whisky brisé gisait à ses pieds, et à côté de lui, sur la table d'appoint, un verre à moitié vide, dont le liquide ambré brillait d'un éclat sombre dans la lumière de l'après-midi. Aucune arme n'avait été retrouvée. Il n'y avait aucune trace d'effraction ni de lutte. Pourtant, l'expression du colonel se figea en une étrange grimace de surprise et de douleur, laissant peu de place au réconfort des causes naturelles. Amelia Strickland s'était retirée dans ses appartements privés, sous sédatifs et inaccessibles. Sa nièce, Imogen Vann, restait pour l'instant maîtresse de maison, répondant aux questions de l'inspecteur avec une assurance inébranlable que Miss Marple trouvait étrangement naturelle pour une femme si jeune. Miss Marple, bien sûr, ne s'était pas immiscée, ce n'était jamais son genre. Elle avait simplement pris le thé avec la femme du vicaire et écouté. Et les gens, comme souvent, avaient discuté. Déjà les soupçons s'étaient installés. Il y a toujours eu de la rancœur entre lui et le jeune Peter Willoughby, murmura Madame Finch en se versant une autre tasse de Darjeeling. C'est peu, vous savez, à propos de cette maudite dispute sur la haie des droits de chasse sur le champ ouest. Peter a du caractère, tout comme son père, ou peut-être quelque chose à voir avec la jeune fille. Lily Bat proposa Madame Bowden en ajustant son chapeau à large bord. C'est peu, vous dit que le colonel l'aimait beaucoup trop pour un homme de son âge. Vraiment, Edith, dit la femme du vicaire d'un ton de reproche, bien que son regard trahît l'intérêt. Ce genre de propos, Miss Marple s'était contentée d'un léger sourire et d'un hochement de tête, laissant les mots flotter dans l'air comme une brume. Les ragots, elle le savait, étaient rarement exacts, mais souvent révélateurs. Plus tard dans la soirée, la réunion de l'Institut des femmes de la salle des fêtes fut annulée. La société d'horticulture de Witchwood reporta sa démonstration de taille de rosier. Même la sonnerie des cloches de l'église fut interrompue par respect. On aurait dit que le village lui-même s'était arrêté au milieu d'une phrase, incertain de la manière de reprendre. Miss Marple retourna à son cottage juste au moment où les ombres s'allongeaient. Sa gouvernante, la fidèle et opiniâtre Miss Knight, avait préparé un dîner de jambon froid et de betteraves marinées et débordait déjà de nouvelles. J'ai toujours dit que le colonel Strickland n'était pas l'homme qu'on imaginait, déclara-t-elle en remuant une théière avec une force inutile, tout gonflée d'orgueil et bruyante. Je me souviens de sa façon de parler à Monsieur Meersham, le maître de poste, quand ses magazines étaient en retard, comme si cet homme avait commis une haute trahison. C'est peu, vous dit Miss Marple doucement. Il avait effectivement tendance à fanfaronner, mais on se montre rarement vrai. C'est souvent dans les petites choses, les moments de calme, que la vérité éclate. Pensez-vous qu'il ait été assassiné, Miss Marple? C'est peu, vous dit Miss Knight se fit plus basse, comme si les murs l'écoutaient. Eh bien, répondit Miss Marple en beurrant soigneusement un morceau de pain croustillant, c'est peu fait, tout dépend de la croyance aux coïncidences. Voyez-vous, je trouve toujours que les morts subites lors de garden party tendent à suggérer quelque chose de plus délibéré que le destin. Elle n'ajouta rien après cela, et Miss Knight, habituée à ne pas insister davantage lorsque sa maîtresse sombrait dans ses silences pensifs, laissa la conversation tomber. Mais Miss Marple était déjà en pleine forme. Elle se souvenait de la servante Alice, serrant son tablier,
l'air non seulement terrifié mais coupable. Les 2 minutes manquantes entre l'accident et l'appel à l'aide, la façon étrangement précise dont l'inspecteur avait parlé du verre de whisky Zeppelin plein, incassé. L'horloge de la cheminée n'avait pas sonné l'heure, et Miss Marple, qui prêtait attention à ce genre de choses, se souvenait distinctement que cela avait toujours été le cas. Le lendemain matin, le ciel était gris et couvert, l'humeur du village encore plus pesante que le temps. L'inspecteur Graves, fidèle à son sens pratique, avait élu domicile temporairement à l'auberge du village, et dès le petit déjeuner, il faisait déjà sa tournée. Miss Marple le regardait passer par sa fenêtre, prenant des notes dans son carnet et saluant poliment ceux qui le saluaient. Elle approuvait Graves et il avait un instinct, même s'il tendait à être obscurci par son penchant pour le tri et le classement des papiers. À midi, la première rumeur officielle d'actes criminels se fit entendre. Le docteur Merson, médecin local retraité depuis longtemps, qui travaillait désormais en consultation avec le coroner, confirma à l'inspecteur que la cause du décès n'était pas naturelle. Bien qu'il ne souhaitait pas en dire plus sans rapport toxicologique, il avait noté des signes de décoloration des lèvres, une odeur faible mais révélatrice dans la laine suggérant un empoisonnement. Peut-être quelque chose avait y glissé dans la boisson du colonel, ou même ingéré plus tôt dans la journée. L'inspecteur Graves fit interroger tous les invités présents à la garden party. Leurs dépositions furent recueillies, des questions furent posées. Qui avait servi le verre du colonel? Avait-il mangé quelque chose d'inhabituel? Était-il en bonne santé avant? Les réponses étaient fragmentaires. Le colonel, semblait-il, s'était servi lui-même. Personne ne l'avait vu accepter un verre d'un autre. Il n'avait mangé qu'un roulé à la saucisse et une tranche de Battenberg. Il s'était brièvement plaint d'un mal de tête plus tôt dans la semaine, mais rien de plus, rien de concluant, rien d'utile, sauf bien sûr pour Miss Marple. Ce soir-là, elle se promena jusqu'au cimetière, passant par le domaine de Strickland. Le portail était entr'ouvert. Elle marque une pause, réfléchissant. Il y avait quelque chose dans cette horloge, non pas seulement dans l'horloge, quelque chose autour, la position de la chaise, l'angle du plateau. Les choses n'avaient pas été comme elles auraient dû être, et c'était souvent à Little Witchwood le signe le plus sûr qu'un événement terrible s'était produit. Elle se détourna du portail avec un léger soupir. On a rarement l'intention de tuer, pensa-t-elle, mais parfois on le fait quand même. Et toujours il croyait que personne ne les verrait à travers. Elle sourit faiblement, mais elle le faisait toujours. Le lendemain matin arriva humide et maussade, comme si le temps lui-même avait pris l'allure de Little Witchwood. Du jour au lendemain, le léger malaise du village s'était transformé en une anxiété plus fragile, exacerbée par la présence d'une enquête policière silencieuse et implacable. Le rythme normal de la vie était suspendu. La boulangerie retarda son ouverture. Le primeur hésita à ouvrir ses volets jusqu'à près de 10 heures. Même le chant des oiseaux semblait étrangement atténué. Miss Marple cependant se leva à son heure habituelle, vêtue de son cardigan gris tourterelle et de chaussures confortables, et prit le thé dans sa véranda en lisant le Times. Bien que ses yeux parcourent les gros titres, son esprit était ailleurs, s'attardant encore sur l'expression qu'elle avait aperçue sur le visage d'Imogen Van la veille. Pas vraiment de chagrin, ni de choc, mais quelque chose de masqué, de mesuré. L'enquête préliminaire avait officiellement commencé. L'inspecteur Graves avait établi un poste de commandement temporaire dans l'arrière-salle de l'auberge Red Hart. De là, lui et le sergent Talbot, un jeune homme bien intentionné, et doté d'une force plus que subtile, dressèrent la liste des invités présents à la garden party, et les convoquèrent un par un pour les interroger. Je vous le dis,
marmonna Harold Bloomfield, l'épicier, en passant devant Miss Marple devant la poste. C'est ils interrogent tout le monde, même moi. J'étais à peine sur la pelouse, livrant un panier de limonade pour la tante des dames. Miss Marple hocha la tête avec sympathie, et entre nous, ajouta-t-il en baissant la voix, c'est Peter Willoughby qu'ils entourent maintenant. J'ai entendu dire par Elsie, qui sort avec un des agents, qu'il avait eu une discussion avec le colonel moins de 10 minutes avant que ça arrive. Miss Marple sourit d'un air bienveillant. Oui, Harold, les gens se disputent souvent. Ça ne mène pas toujours au meurtre. Vous savez, il émit un grognement évasif et s'enfuit. Le fils Willoughby, Peter, grand dégingandé, avec une tignasse noire qui semblait toujours un peu trop longue pour la respectabilité. Il travaillait à temps partiel comme jardinier pour le domaine, mais disparaissait souvent pendant des semaines pour des travaux saisonniers dans le nord. Miss Marple l'avait vu un jour revenir de la gare avec un œil au beurre noir et un sac à dos en bandoulière. Elle se dirigea pensivement vers le cimetière. Elle n'avait aucune intention d'intervenir. L'inspectrice Graves était très compétente, et elle n'avait pas sa place officielle dans l'enquête, mais Miss Marple comprenait les gens, et on cache rarement sa véritable nature sous la pression. À midi, elle reçut un appel du révérend Julian Armand, qui lui demanda poliment si elle pouvait passer au presbytère. Seulement si vous avez le temps, dit-il doucement. Mais Lavinia insiste sur le fait que vos conseils seraient réconfortants. Miss Marple acquiesça aussitôt. Elle avait depuis longtemps découvert que réconforter signifiait souvent être perspicace, surtout lorsqu'il s'agissait de Lavinia Armand. À son arrivée, elle trouva le vicaire arpentant son bureau, tandis que Madame Armand, assise raide comme une flèche dans un fauteuil, serrant ses gants de dentelle sur ses genoux, Imogen lança Lavinia avant même que le thé ne soit servi. Elle est chez nous maintenant. La pauvre Amelia est bien trop désespérée pour s'occuper de la maison, et Imogen a demandé si elle pouvait déménager quelques jours. Bien sûr, nous avons dit oui, mais elle jeta un coup d'œil vers la porte. La voix basse, a quelque chose d'étrange chez elle, Jane. Elle pleurait à peine. Elle est toujours à l'affût. Et Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Le deuil a des effets différents sur chacun. Oui, mais ce n'est pas tout. Lavinia fronça les sourcils. Julian l'avait vu parler avec urgence au Dock Country hier soir, dehors près du portail. Et ce matin, elle a passé un appel longue distance, je crois. Elle prétendait que c'était à son frère dans le Sussex. Mais Imogen n'a pas de frère, dit doucement le révérend Armand. Seulement un cousin dans le devant, et elle ne l'aime pas. Les doigts de Miss Marple se crispèrent légèrement sur sa tasse de thé, et quelqu'un lui avait-il demandé ce qu'elle avait fait au salon peu avant la découverte du corset. Lavinia cligna des yeux. Je ne savais pas qu'elle était passée. Elle en a parlé à Alice, répondit Miss Marple doucement, en passant seulement. Elle a dit qu'elle était allée chercher un chapeau de soleil qu'elle avait laissé sur la cheminée la veille. Curieux endroit pour ranger un chapeau. Vous ne trouvez pas cette... Le révérend s'éclaircit la gorge. L'inspecteur Grave semble concentré sur le whisky. Oui, bien sûr, dit Miss Marple. C'est le point de départ le plus logique. Mais la logique, chère Julian, n'a pas grand-chose à voir avec un meurtre. Elle prit congé peu après, déclinant une offre de déjeuner, et retourna flâner dans le village. Les interrogatoires publics étaient toujours en cours à l'auberge. Bien que la foule se soit éclaircie, l'agent Fisher se tenait devant, son bloc-notes à la main, saluant les nouveaux arrivants avec la solennité d'un prêtre. Miss Marple s'arrêta devant le monument aux morts, et tourna son regard vers les chaumières environnantes. Jusqu'à présent, l'enquête n'avait révélé aucune arme, pas de flacon de poison, pas d'empreinte digitale significative.
Le verre à whisky avait été examiné et conservé par l'inspecteur, mais sans aucune trace apparente de manipulation. Un rapport toxicologique pourrait encore révéler quelque chose dans le breuvage. Mais Miss Marple en doutait. Le colonel Strickland aimait sa routine. Il versait toujours son whisky lui-même. Et bien que personne ne l'ait vu faire ce jour-là, tout portait à croire que c'était de sa main qu'il l'avait versé. À moins bien sûr que quelqu'un n'ait compté sur cette supposition. Elle s'apprêtait à se diriger vers la boulangerie lorsqu'une voix l'appela. Miss Marple, c'était la jeune Lily Hart, qui descendait la rue en hâte, un parasol à la main, et un sac à dos en toile usé sur l'épaule. Son visage était pâle, ses yeux marrons écarquillés. « C'est Amy. Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, essoufflée. Miss Marple désigna un banc sous le châtaignier. « Bien sûr, ma chère. » Lily s'assit à côté d'elle, se tordant les doigts sur ses genoux. « C'est Amy. Je n'ai pas tout dit à l'inspecteur Main, dit-elle enfin. C'est faux pot de la fête. À propos du colonel. C'est Miss Marple attendit. Je ne suis entré qu'une seule fois, c'est d'or. Continua Lily, d'une voix à peine audible. C'est Amy. Je suis entré 2 fois. Une fois pour aller chercher des serviettes dans le garde-manger, et une autre plus tard, juste avant qu'Alice ne crie. C'est Amy. Pourquoi? C'est Amy. Bonda doucement, Miss Marple. J'ai cru entendre quelqu'un pleurer, qu'elle dit Lily. C'est Amy. Du salon. C'est Amy. Quand j'ouvris la porte, le colonel était déjà là. Et elle déglutit en secouant la tête. C'est Amy. Le fait est que j'ai vu quelque chose. Je ne savais pas que c'était important. Mais maintenant je pense que c'est peut-être le cas. C'est Amy. Miss Marple posa une main réconfortante sur celle de la jeune fille. C'est Amy. Qu'as-tu vu, Lily? Il y avait quelqu'un juste devant la porte-fenêtre, murmura Lily. C'est Amy. Une ombre qui s'éloignait. Je ne voyais pas leur visage. Mais ils portaient des gants noirs. Et ils n'avaient pas l'air surpris. C'est Amy. L'expression de Miss Marple ne changea pas. Mais ses yeux se tournèrent vers l'horizon. Rares étaient les habitants de Little Wishwood qui portaient des gants en juillet. Encore moins ceux qui avaient des raisons de cacher leurs empreintes digitales. Merci ma chère, dit chaleureusement Miss Marple. Vous avez été d'une grande aide. Mais je pense qu'il vaut mieux que vous n'en parlerez à personne pour le moment. Lily hocha la tête, visiblement soulagée, tandis que la jeune fille s'éloignait. Miss Marple se tourna de nouveau vers le domaine de Strickland. Les portes-fenêtres, la pendule, le carillon silencieux, une ombre au bord d'un meurtre. Et maintenant, pensa-t-elle, le jeu a vraiment commencé. Le village de Little Wishwood, comme s'adaptant à la nouvelle réalité, cet et meurtre, avait de nouveau frappé ses rues paisibles, entra dans une phase de politesse prudente. Les sourires se firent plus serrés, les conversations plus courtes et les regards plus soupçonneux. Le courant sous-jacent de spéculation restait fort, mais il coulait désormais plus doucement, plus profond comme une rivière coulant sous une surface gelée. L'inspecteur Grave travaillait avec acharnement depuis l'arrière-salle du Red Artin, où le sergent Talbot avait transformé la longue table en chaîne en un champ de dossiers, de photographies et d'interviews dactylographiées. Graves, assis sous un portrait plutôt sombre du roi George VI, se frotte les tempes entre chaque conversation, et c'est dans cette atmosphère fatiguée, tendue et méthodique qu'un suspect fut nommé à voix haute pour la première fois cet Amy Willoughby. Il n'avait pas fallu longtemps pour que les rumeurs se transforment en accusations. Plusieurs villageois l'avaient entendu se disputer avec le colonel la veille de la fête. On l'avait vu près de la serre, arpentant la pièce avec colère. L'un des jardiniers des Strickland affirmait que Peter avait été menacé de licenciement à cause d'un moteur de tondeuse à gazon cassé.
Et puis il y avait son caractère colérique, bien connu de tous. L'inspecteur Graves n'avait pas échappé que Peter n'avait aucun alibi pour la période précise où le meurtre avait eu lieu. Peter lui-même, lorsqu'on l'avait amené, était affalé sur sa chaise, l'air oscillant entre l'irritation et le dédain. Ses longs membres semblaient trop grands pour la pièce, et ses bottes laissaient des traces de boue sur le sol de l'auberge. C'est ami. Je n'ai pas tué le colonel, dit-il sèchement. Graves se pencha en avant. C'est ami. Tu t'es disputé avec lui. À propos de Salermo, répondit Peter. Il les coupa sans prévenir. Il dit que j'avais été négligent. Et toi? Peter détourna le regard. Je ne pense pas que cela ait grand-chose à voir avec l'empoisonnement. C'est ami. On t'a vu près du salon. Je déplaçais des caisses. Demanda Alice. Elle m'a vu. Grave griffonna quelque chose. Mais il n'était pas satisfait. Peter Willoughby était un homme facile à vivre. Irritable pauvre. Et on imagine toujours plus facilement les pauvres commettre des actes désespérés. La nouvelle de l'interrogatoire de Peter parvint à Miss Marple en milieu d'après-midi, alors qu'elle était assise à son bureau, en train de rédiger une lettre à sa nièce Abbott. Un coup frappé à la porte l'interrompit. C'était le jeune George Pollard, le livreur de journaux, le visage rouge de course. L'inspecteur dit que vous savez peut-être quelque chose. Mademoiselle, allait-il en lui tendant un mot. Il lui a dit de venir si vous aviez le temps. Il hocha la tête. Dites-lui que je serai bientôt seul, Georges. Et soyez prudent sur votre vélo. Lorsqu'elle arriva à l'auberge, le ciel recommença à se couvrir, menaçant d'une nouvelle averse de juillet. Une odeur de houblon et de vieux bois emplissait l'arrière-salle. Grave manches retroussées et sourcils froncés se tenait derrière la table jonchée de documents. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il en désignant une chaise. Merci d'être venue. J'espérais que vous me feriez part de vos réflexions. » Mademoiselle Marple se blottit sur son siège avec une grâce experte. « J'ai cru comprendre que vous aviez parlé à plusieurs villageois. » Oui. C'est remarquable de voir à quelle vitesse le portrait de Peter Willoughby s'est construit. Maussade, mécontent, querelleur, le genre de jeune homme qu'on attend pour faire une bêtise. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé qu'on lui offrait. Oui, j'imagine, dit-elle doucement, mais c'est si souvent le cas, n'est-ce pas, que les jeunes sont détestés non pas pour leurs méfaits, mais pour leur présence dérangeante. Ils rappellent aux gens leurs propres erreurs. Grave clignèrent des yeux. Vous ne pensez pas qu'il l'a fait? Je pense qu'il a peut-être crié sur le colonel Strickland, et je pense qu'il est peut-être impoli, colérique et sur la défensive, mais je pense aussi qu'il n'est pas assez intelligent pour planifier quoi que ce soit élaboré. Et ceci, inspecteur, était un meurtre plutôt élaboré. Grave se pencha en avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La position du verre, l'absence de poison visible, l'horloge silencieuse, le timing pendant une garden party, rien de moins, où l'on pouvait entrer dans la pièce à tout moment. Cela suggère une certaine assurance, un calme. Grave fronça les sourcils, ou de l'imprudence. Miss Marple pencha la tête. J'ai vu de l'imprudence. L'imprudence, c'est une dispute dans la rue. L'imprudence, c'est une poussée dans les escaliers. C'était autre chose. Il l'observa un long moment. Je vois, dit-il finalement. Alors peut-être avons-nous regardé trop bas sur l'échelle. Miss Marple ne répondit pas. Dehors, la pluie commença à tomber, tapant doucement sur les vitraux de l'auberge. Ce soir-là, le dîner au presbytère fut plus calme que d'habitude. Imogen Van, qui logeait maintenant dans la chambre d'amis donnant sur le verger de pommiers, ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole et évitait le regard du révérend. Lavinia tenta courageusement de l'engager dans une conversation de recettes et de comités paroissiaux.
Mais Imogen s'y refusa. Après le dessert, elle s'excusa prétextant un mal de tête. Miss Marple, présente au presbytère sur invitation, la regarda s'éloigner, les yeux plissés. Elle est nerveuse, dit Lavinia. Une fois Imogen montée, c'est naturellement Imogen s'épreuse naturellement dit Miss Marple en sucrant son thé. Elle n'est pas nerveuse parce qu'elle est en deuil. Elle est nerveuse parce qu'elle est en deuil. Elle est nerveuse parce qu'elle sait quelque chose qu'elle n'a pas dit. Et elle a peur que cela se sache. Lavinia allaita doucement. Tu ne penses pas qu'elle n'aurait pas pu, chère Lavinia? Miss Marple sourit doucement. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais souviens-toi, la tromperie prend de nombreuses formes. Non seulement la culpabilité, mais aussi la peur, ou la protection. Protection. Le mot lui est resté en tête alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là. Un parapluie brandi contre la bruine. Une toile se formait dans son esprit, ses peu fine et délicate, ses peu médéfices commençaient à se connecter. Imogen était allée au salon. Elle avait mentionné un chapeau de soleil. Elle s'était placée dans la pièce même où le colonel était mort, mais sans donner plus de détails. Elle avait passé un appel longue distance. Elle avait rencontré le Country en privé. Et puis il y avait l'ombre de Lily à la porte-fenêtre. Quelqu'un avec des gants. Quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Miss Marple s'arrêta devant le portail de son jardin. La lune pâle et pleine perça les nuages. Elle se souvint d'autre chose. Quelque chose d'insignifiant mais persistant. Une conversation entre Amelia Strickland et Madame Prescott quelques semaines plus tôt, à propos de la pendule. Amelia avait prévu de la faire nettoyer. Elle avait même plaisanté en disant qu'elle ne sonnait plus correctement depuis des années. Mais Archibald insista pour qu'elle reste intacte. Un héritage familial, dit-elle, orné, lourd, creux. Miss Marple reste silencieuse, creux. De retour dans sa chaumière, elle nota quelque chose dans son journal. Pendule de cheminée, corps creux, tes cachettes possibles. Elle le souligna une fois, puis une deuxième fois. Si quelque chose avait été caché à l'intérieur de cette horloge, c'est peu quelque chose qui avait été retiré avant l'arrivée de la police. C'est peu cela pourrait expliquer l'étrange silence de sa sonnerie. La raison pour laquelle quelqu'un était entré dans la pièce avant que la femme de chambre ne découvre le corps. Elle resta assise en silence un moment, sirotant son thé rafraîchissant. La pendule, les gants, l'ombre, la fille qui avait menti, le garçon qui avait crié, tous faisaient partie de l'histoire. Mais aucun soupçonnait Miss Marple n'en était la fin. Cela restait à dire. Le lendemain matin, le ciel était clair et net, comme si la nature, lassée de la morosité qui s'était installée sur Little Washwood, avait décidé de la balayer d'un air frais et de soleil. Les haies scintillent de rosée. La cloche de l'église sonnait 8 heures pleines d'espoir. Et même les oiseaux reprennent leur chant avec une pointe de gaieté. Mais sous la surface restaurée du village, le malaise bourdonnait encore comme une guêpe dans un verre. Miss Marple, toujours prompte, était déjà assise dans son salon, une tasse de thé délicatement en équilibre à la main, et une pile de correspondance à son coude. Elle lut une lettre de sa nièce de Bath, hocha doucement la tête à l'annonce de la nomination d'un nouveau vicaire, et rangea la page dans un panier avec les autres. Mais ses pensées, comme toujours, étaient ailleurs, tournées vers une horloge à cerclage de laiton qui n'avait pas sonné, l'horloge de la cheminée. Cette même horloge était un objet d'admiration poli depuis des années. Chaque invité qui entrait dans le salon Strickland la commentait, et Amelia Strickland racontait toujours la même histoire. C'est pour comment son grand-père l'avait rapportée de Belgique après la guerre, comment elle avait survécu à un incendie dans l'ailette, et comment personne ne la remontait plus. Mais pourtant elle gardait toujours l'heure. Pourtant le jour de la garden party, elle n'avait pas sonné, et personne ne l'avait remarqué, sauf Jane Marple.
Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Mademoiselle Knight apparut avec son air inquiet habituel. C'est encore la jeune Lily Hart, mademoiselle. Elle dit qu'elle a autre chose à vous dire. Si vous voulez bien la voir. C'est bien sûr, dit Miss Mademoiselle Marple en se levant. C'est veuillez la faire entrer. Miss Kelly entra, plus pâle que la veille, les yeux cernés de fatigue. Je suis désolé de vous déranger à nouveau, dit-elle en se perchant nerveusement au bord du fauteuil. Mais elle pencha légèrement en arrière. J'étais sûr qu'elle allait tomber. Miss Marple hocha la tête pour l'encourager. Mais non, continua Lily. Au lieu de cela, quelque chose à l'intérieur cliquait, comme si quelque chose était desserré. Lourd, peut-être. Il émit un bruit sourd. Alice dit de ne pas s'inquiéter, dit que ça faisait toujours ça, mais elle avait l'air bizarre, comme si elle regrettait d'avoir dit quoi que ce soit. « As-tu regardé à l'intérieur » demanda doucement Miss Marple. « Oh non » dit rapidement Lily. « Je n'oserais pas, et la façade était verrouillée, je crois, ou coincée. J'ai essayé le panneau, mais il ne bougeait pas. » Miss Marple tendit la main et lui tapota la main. « Tu as été très utile, Lily. » Après le départ de la fille, Miss Marple resta un long moment à la fenêtre, observant la ruelle. Des enfants jouaient à la marelle au loin. Un chien aboyait dans le vide. Et l'esprit de Miss Marple fonctionnait avec l'efficacité silencieuse d'une machine à coudre cousant un fil invisible. Elle alla chercher son manteau et son chapeau. Quelques pas plus tard, elle arriva au presbytère. Imogen Van n'était pas à la maison. Lavinia annonça qu'elle était allée en ville acheter une nouvelle paire de gants. Et Miss Marple saisit l'occasion. Miss Marple saisit l'occasion, dit-elle au révérend. Pourriez-vous m'accompagner chez les Stricklands? Je crois que l'inspecteur est là ce matin. Le révérend, habitué à son ton poli mais déterminé, ne la questionna pas. Moins d'une heure plus tard, ils se retrouvèrent dans le grand salon du domaine des Strickland. Les rideaux étaient tirés, et un rayon de soleil illuminait la grande cheminée où se dressait l'horloge majestueuse et silencieuse. L'inspecteur Grave discutait avec son sergent près de la cheminée. Il leva les yeux légèrement surpris. « Miss Marple, révérend, puis-je vous aider ?» Miss Marple s'avança avec son calme habituel. « Je me demandais, inspecteur, si je pouvais vous demander de faire examiner la pendule de cheminée de plus près. Je crois qu'elle a été trafiquée, ou peut-être utilisée comme cachette. » Grave haussa un sourcil. « Vous pensez que l'horloge est impliquée? » « Je pense qu'il est très probable, » répondit-elle calmement, « que quelque chose y était caché, peut-être même quelque chose de vital, et que quelqu'un l'a retiré peu après la mort du colonel Strickland. » Il y eut un instant d'hésitation, mais Grave hocha la tête. « Miss Cohn, très bien. Talbot, allons voir. » Le sergent Talbot retira l'horloge avec précaution et la posa sur la table. Il examina le dessous, puis le dos. « 7. Miss Cohn. Eh bien, elle n'est pas verrouillée, murmura-t-il. Avec un léger bruit sec, le panneau arrière se détacha. À l'intérieur, il n'y avait que de la poussière et une légère empreinte sur la base intérieure d'une marque ovale, comme si quelque chose y avait reposé récemment et avait été retiré. Quelque chose de plat et de lourd, quelque chose de caché. Miss Marple regarda de plus près. « Une sorte de boîte, peut-être, murmura-t-elle. Une petite boîte, un contenant. » Grave fronça les sourcils. Quel genre de choses pourrait-on cacher dans une horloge? Le regard de Miss Marple ne quitta pas l'empreinte. Quelque chose qu'on ne voudrait pas que les autres trouvent. Quelque chose d'incriminant. Des lettres peut-être. Une photo, ou même une fiole. Grave se redressa lentement. « Vous pensez que le poison était empoisonné là? » « Je pense, répondit Miss Marple, que c'est l'un des rares endroits de cette maison où personne ne penserait à regarder, à moins de savoir. » Il y eut un silence,
le temps que les implications se précisent. Grave croisa les bras. Et qui, à votre avis, était au courant? Je soupçonne, dit Miss Marple doucement, que quelqu'un l'était. Quelqu'un qui avait une raison de revenir dans cette pièce après la mort du colonel. Quelqu'un qui avait besoin de récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur avant l'arrivée de la police. Grave hocha lentement la tête. Imogen. Miss Marple ne dit rien, mais ses yeux lui donnèrent la réponse. Ils quittent la pièce ensemble. Alors que la porte se refermait derrière eux, le salon était à nouveau silencieux, à l'exception du tacon silencieux de l'horloge, ses carillons toujours absents, comme en deuil pour l'homme qui s'était assis en dessous. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple s'est de nouveau assise dans son jardin. Mademoiselle Knight lui a apporté le thé, ainsi qu'une petite boîte de biscuits au gingembre, et était sur le point de remarquer le vent lorsqu'elle s'est arrêtée, voyant le visage de Mademoiselle Marple. « Qu'est-ce que c'est, mademoiselle ?» Cette Miss Marple a regardé les parterres de fleurs. « Je pense à la raison pour laquelle quelqu'un pourrait avoir la peine de cacher quelque chose dans une horloge, » elle dit doucement, « et je me demande s'il voulait le récupérer du tout, ou si quelqu'un d'autre est arrivé en premier. » Cette Mademoiselle Knight cligna des yeux. « Vous voulez dire que deux personnes savaient ?» Cette Miss Marple lui a fait un petit sourire. Dans un village comme le nôtre, les secrets sont rarement gardés par une seule personne. L'astuce est de savoir qui avait la clé et qui avait la raison de l'utiliser. Elle a siroté son thé en silence pendant longtemps, et dans son esprit les pièces ont recommencé à se déplacer une fois de plus, aussi doucement et délibérément que les engrenages d'une horloge très ancienne et très intelligente. Jeudi matin, Little Wedgwood commençait à s'effilocher sur les bords. Les villageois, qui étaient autrefois fiers de leur calme stoïque, étaient maintenant visiblement agités. Les chuchotements ont fleuri comme des fleurs sauvages dans les coins des magasins et à l'extérieur du bureau de poste, devenant plus forts à chaque jour qui passe. Le meurtre du colonel Strickland avait passé de la tragédie à l'obsession. Les enquêtes de la police ont continué régulièrement mais avec une frustration croissante. L'inspecteur Grave avait personnellement remis en question Imogen Van pour la deuxième fois la veille, même si elle était restée en évidence, si peut-être légèrement plus fragile que d'habitude. Elle a revendiqué l'ignorance de l'horloge du manteau, a nié entrer dans le salon après sa visite initiale pour son soleil, et ne se souvenait de rien d'inhabituel. Mais Miss Marple soupçonnait le contraire, pas à cause de ce que Imogen avait dit, mais à cause de ce qu'elle n'avait pas. Ce matin-là, un nouveau développement a suscité les eaux plus loin. Le docteur Edmund Country, médecin généraliste du village et un homme généralement aussi stable que son écriture, a demandé un mot privé avec l'inspecteur Grave. La réunion, bien que officiellement hors du dossier, avait été notée par au moins 3 villageois, dont l'épouse du boucher, qui a transmis les informations à sa belle-sœur avant la fin de l'heure. Il ne fallut pas longtemps pour que Mademoiselle Marple en ait également entendu parler. Elle était dans le haberdasherie en sélectionnant du fil bleu lorsque Madame Finch se pencha sur le comptoir. « Ils disent que le médecin sait quelque chose, chuchota-t-elle conspiratrice. Quelque chose qu'il aurait dû dire plus tôt. » Mademoiselle Marple a donné un léger bourdonnement d'intérêt et a placé 2 bobines dans son panier. « N'est-ce pas curieux, a-t-elle dit avec un sourire poli, à quelle fréquence les gens se souviennent des détails importants un peu trop tard. » En début d'après-midi, le mot a atteint le presbytère que Imogen avait quitté soudainement, affirmant qu'elle avait besoin d'air et prenant son vélo vers le chemin du canal. Lavinia a été suffisamment alarmée pour envoyer le révérend Harmon pour la chercher, bien qu'il soit revenu 1 heure plus tard sans signe d'elle et d'un parapluie rayé. Mademoiselle Marple, déjà méfiante du comportement de plus en plus erratique de la fille, a décidé qu'il était temps de poser ses propres questions silencieuses.
Elle a commencé avec Alice, la femme de chambre des Strickland, qui séjournait avec un cousin au bord du village depuis la tragédie. Une fille ordinaire aux cheveux étroitement enroulés et un sourire nerveux. Alice a salué Miss Marple respectueusement, si avec un léger bord de prudence. « J'espère que je n'ai rien fait de mal, mademoiselle », a-t-elle dit, tordant un torchon sur ses genoux. J'ai dit à l'inspecteur tout ce dont je me souvenais. « Oh, je suis sûr que vous l'avez fait, mon cher, a dit mademoiselle Marple doucement, s'installant dans la petite chaise du salon. Mais parfois les choses nous reviennent quelques jours plus tard, n'est-ce pas? De minuscules choses. La façon dont quelqu'un se tenait, ou quelque chose qu'il a dit en passant. Je me suis demandé par exemple si vous vous souvenez d'avoir vu quelqu'un d'autre près du salon ce jour-là, à part Imogen et Lily. Le front d'Alice sorta. Eh bien, j'ai vu le docteur Country passer dans le couloir latéral. Je pensais que c'était étrange car il était censé être dans le jardin en parlant plus tôt avec le colonel. Il avait l'air agité. C'était juste avant le cri, peut-être 5 minutes. Mademoiselle Marple acquiesça lentement. Et qu'en est-il de l'horloge? Vous avez dit une fois à Lily que ça secouait toujours. Alice se déplaçait inconfortablement. Ce n'est que lorsqu'il a été déplacé, mademoiselle. Je ne l'ai jamais touché moi-même, mais 1 ou 2 fois le colonel il l'a ajusté. Pour le spectacle vraiment, cela n'avait pas fonctionné correctement depuis des années. Levez-vous déjà vu mettre quelque chose dedans? Alice hésita. Une fois oui, mais je ne sais pas quoi. Il était tard et je nettoyais le soupère. Il se tenait près de la cheminée et lui en ouvrit le dos. Je n'ai pas vu ce qu'il a placé à l'intérieur, mais il l'a enfermé à nouveau après. Je me souviens parce que cela faisait un petit clic. Alice pression de Miss Marple est restée douce, bien que son esprit s'était accéléré. Elle a remercié Alice et l'a laissée avec un sourire et une main rassurante. Alors qu'elle revenait vers la voie, une légère brise ramassa, remuant l'odeur de chèvrefeuille et tournant ses pensées dans une direction plus sérieuse. Il devenait clair que l'horloge était une cachette non pas pour les babioles décoratives ou les trésors sentimentaux, mais pour quelque chose que le colonel ne souhaitait pas que quelqu'un d'autre soit voir. Et maintenant c'est parti. Ce soir-là, après le souper, Miss Marple a été invitée à rejoindre l'inspecteur Graves pour une conversation privée. Les deux étaient assis dans le jardin arrière de l'auberge, le thé mis entre eux, et l'inspecteur, bien que fatigué, semblait plus animé que d'habitude. Le docteur Country a avoué avoir connu l'horloge, a-t-il dit en arrivant directement au point. A dit qu'il avait vu le colonel placer un petit cahier à l'intérieur. Il a supposé qu'il contenait des observations privées, peut-être même des noms. Apparemment, le colonel a gardé une liste de personnes qu'il considérait comme indignes de confiance. Country a décrit comme un grand livre des péchés. Montry a déclaré que c'était la manière de l'homme de maintenir l'ordre. Le front de mademoiselle Marple s'est légèrement cambré. Comme c'est très victorien de lui, la lycée, en effet. Mais voici la curieuse caractéristique de partage qu'il en a parlé à Imogen la semaine dernière, lorsqu'elle a exprimé ses inquiétudes quant à son héritage. A dit qu'il pensait qu'elle pourrait être en mesure de raisonner avec le colonel si elle savait ce qu'il tenait contre elle. Miss Marple a posé sa tasse de thé avec soin, et pourtant Imogen a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de l'horloge lors de votre interview. Graves hocha la tête sombrement, ce qui signifie qu'elle a menti, soit quelqu'un d'autre l'a atteint avant qu'elle le puisse. Mademoiselle Marple se pencha en arrière, son expression distante. Dites-moi, inspecteur, quelqu'un d'autre a-t-il eu accès au salon dans les heures qui ont suivi la fête, avant l'arrivée de la police? Le Graves hésita. Pas officiellement, mais la pièce n'a été scellée que plus tard dans la soirée. De nombreux employés sont venus et viennent, et Amelia Strickland était sous le choc.
On pouvait à peine s'attendre à ce qu'elle supervise. C'est le Lalice et pète le fille hésiter. Ensuite n'importe qui aurait pu prendre le contenu. C'est le Vima. Oui, oui, et sans savoir ce qui se passait à l'intérieur nous chassons les ombres. Mademoiselle Marpole leva les yeux vers les étoiles commençant à émerger dans le ciel. Pas d'ombre, murmura-t-elle, personne. Et les gens sont infiniment plus révélateurs que les ombres. C'est le lendemain. Un événement silencieux mais significatif s'est produit. Lavinia Armand a découvert les gants d'Imogène laissés dans la chambre d'amis du presbytère. Rien de remarquable à leur sujet, à l'exception de la légère tache rougeâtre le long d'une couture. Elle les a amenés à Moselle Marpole avec des mains tremblantes. Je crois que c'est du rouge à lèvres, chuchota Lavinia. Le mien du tiroir. C'est la teinte que je portais à la jardinerie. Cette Moselle Marpole a soigneusement inspecté les gants, curieuse, et elle dit, cela suggère qu'elle s'habille de hâte, ou dans l'obscurité, peut-être en essayant de passer inaperçue. La voix de Lavinia était à peine un souffle. Pensez-vous qu'elle ait fui? Moselle Marpole a soigneusement plié les gants et les a placés dans une enveloppe de papier. Je pense a-t-elle doucement qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne l'a admis, et maintenant, elle a très peur. Le Lagiote, et avec cela Moselle Marpole s'est levée de la table de la cuisine et est allée chercher son châle. Il manquait encore des pièces, toujours une ombre qui s'est déplacée au coin de la vérité, mais le plan commençait à se former, et Moselle Marpole avec son regard calme et sa mémoire aiguë, savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la forme ne soit claire. C'était samedi que le deuxième choc a percuté le petit Wishwood. Les Thunderous que la mort du colonel mais non moins dérangeant pour ceux qui ont appris la nouvelle. Un cambriolage, ou plutôt une curieuse tentative d'en un. À 4h30 du matin, le révérend et Madame Armand ont été réveillés par le grognement bas d'un plancher dans le couloir. Le vicaire groggy mais alerte est entré dans le couloir dans sa robe de chambre juste à temps pour voir une silhouette ombragée se retirer dans les escaliers et fuir la porte d'entrée. Au moment où le constable est arrivé convoqué par un appel à bout de souffle de la cabine téléphonique d'Ormont, il n'y a eu aucune trace de l'intrus, aucun signe d'entrée forcée non plus. Seule la fenêtre de la chambre d'amis a quitté Éjart, et l'un des tiroirs du bureau d'écriture s'est ouvert avec son contenu dispersé, la chambre d'Imogène. Et c'est alors que le ménage est complètement éveillé que Lavinia a remarqué que les gants de quelque chose qui n'était plus sur la table d'appoint où elle les avait placés la veille. Mademoiselle Marpole est arrivée juste après le petit déjeuner, après avoir entendu parler de la perturbation à travers le violeur de mort précoce, à savoir sa femme de ménage Moselle Knight, qui avait été laid et avait eu vent du laitier. La maison du vicaire était un bourdonnement de chuchotements et de routines perturbées. Lavinia l'a rencontré à la porte pâle et serrée, ses cheveux épinglés plus à la hâte que d'habitude. « C'est parti, dit-elle tout de suite. Les gants, Jane, je jure que je ne les avais pas déplacés, et personne d'autre ne savait qu'ils étaient là. » Miss Marpole est entrée à l'intérieur, en retirant son chapeau avec une efficacité calme. « Dites-moi, dit-elle doucement, a-t-elle été prise d'autre? » Lavinia secoua la tête. Pas une chose, pas même le silver inkstand. Seul le tiroir avec les choses d'Imogène a été perturbé. Les yeux de Moselle Marpole se plissèrent. Puis quelqu'un est venu ne pas voler, mais pour récupérer. Elle s'est déplacée à l'étage avec les étapes sûres de quelqu'un utilisé pour silencieux l'observation. La chambre d'amis était petite, soignée et entièrement banale. Le tiroir était à moitié ouvert, son contenu encore évasé des lettres, une brosse à cheveux, une copie datée de la Persuasion. Mais les gants manquaient en effet, et le verrouillage de la fenêtre avait été déverrouillé.
Miss Marple a porté ses doigts le long du seuil. Une tache de saleté près du bord a confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà. Clumsy, murmura-t-elle, ou pressé. C'est le révérend Armand se tenait dans l'embrageur de la porte, son expression serrée. Je n'ai pas vu le visage. Seul le high medium se construit et porte un manteau sombre. Aurait pu être n'importe qui, franchement. C'est l'aurait pu Miss Marple a accepté. Mais je me demande si ce n'était pas quelqu'un connu d'Imogen. Quelqu'un qui craignait ce que ses gants pouvaient révéler. Pensez-vous que les gants comptent autant? C'est le je fais. Les gens grimpent rarement par les fenêtres pour le sentiment. C'est le là. Elle est revenue en bas, où l'inspecteur Graves venait d'arriver convoqué par Lavinia. Il avait l'air inhabituellement sombre et est venu directement au point. Imogen a été trouvée ce matin. Elle est à l'infirmerie d'Oncombe. C'est le Lavinia à l'état. Que s'est-il passé? C'est le l'adieu de logement baron du train, a déclaré Graves. Avait tenté d'acheter un billet pour Douvres. Un préposé l'a retrouvé affalé sur un banc. Les médecins croient que c'était le stress et la déshydratation, peut-être autre chose. Ils exécutent des tests. C'est le l'adieu de logement baron. Elle est consciente maintenant. Je la remettrai plus tard. C'est le l'adieu de Mlle Marple sont restés sur Graves. Qu'avait-elle pris avec elle? C'est le l'adieu de Il a vérifié ses notes. En petit sac de voyage. Pas de sac à main, aucune pièce d'identité si ce n'est un ticket de caisse et un porte-monnaie, et il hésita. Une lettre, cachetée, adressée au docteur Edmond Contry. Mademoiselle Marple pencha la tête. Curieuse, avait-elle été livrée? Pas encore. J'ai demandé aux autorités de Doncombe de la conserver pour inspection. Les pièces s'écroulaient plus vite. Et même si la forme du puzzle était encore floue, son poids pesait lourd. Mademoiselle Marple savait qu'elle était proche, très proche. Cet après-midi-là, elle fait une visite discrète au domicile du docteur Contry, une modeste maisonnette en briques rouges avec du chèvrefeuille poussant le long du mur du jardin. Il ouvrit la porte d'un air las, les manches retroussées et le col légèrement de travers. Miss Marple, dit-il, entrez. Ils s'assirent dans son bureau, une pièce confortable et bien rangée, remplie de manuels médicaux et d'une vieille horloge de parquet qui tic-tac patiemment dans un coin. C'est le je suppose que vous êtes au courant, baron, dit-il. C'est le loti, moi si, c'est le loti. Le docteur Contry se frotta le front. Je ne sais pas ce qu'elle aurait écrit. Nous n'étions pas proches, même si j'essayais de l'aider. Elle avait peur, mais elle refusait de dire quoi, ni qui. Elle savait pour le carnet, dit doucement Mlle Marple. Contry tressaillit. Oui, je le lui ai dit, je n'aurais pas dû. Je pensais qu'elle avait le droit de savoir. A-t-elle jamais dit ce qui la craignait? Contry hésita. Seulement que si certaines choses étaient révélées, son avenir serait anéanti. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Docteur, dit-elle, quel était votre lien avec le colonel Strickland? C'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire. C'est le loti. C'est l'ordinaire. C'est le loti. C'était un homme arrogant, difficile, mais je le connaissais depuis toujours. Pas de désaccord personnel. Contry hésita de nouveau, une seule fois. Il m'accusa de commérage sur ses liaisons. Moi non, bien sûr, mais il n'avait jamais eu besoin de preuves. Il menaça de me dénoncer à l'ordre des médecins. Je vois. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. Docteur, dit-elle doucement, connaissez-vous quelqu'un au village qui porte des gants de cuir en été? C'est le loti. Il cligna des yeux. Seulement Amelia Strickland, je crois. Elle souffre d'une maladie, une sensibilité au soleil, je crois. Intéressant, murmura Miss Marple. Merci. Elle le laissa debout sur le seuil, les sourcils froncés. Au coucher du soleil,
Elle était de retour dans sa chaumière, une théière fraîche à côté d'elle, et son journal de nouveau ouvert. Elle tourna une page, relisant ses notes. L'effondrement d'Imogen est-il chronométré? Des gants volés par peur d'épreuve, un carnet potentiellement accablant, disparu. Le registre du colonel Settle qui incriminait-il? Des gants de cuir portés par Amelia, et l'ombre à la fenêtre. C'est alors qu'elle se souvient d'un petit détail, une chose qu'Alice avait dite. Le colonel avait réglé l'horloge lui-même, il l'avait refermée ensuite. Pourquoi un homme garderait-il un cadenas sur une horloge, à moins qu'il ne craigne que quelqu'un d'autre puisse accéder à ce qu'il gardait à l'intérieur? Et puis la nouvelle lui revint si doucement que c'était comme si le village lui-même le lui avait murmuré à l'oreille. Le carnet n'avait pas disparu après le meurtre, il avait disparu avant. Miss Marple resta assise, immobile. Si le carnet avait été emporté avant la mort du colonel, alors celui qui l'avait emporté savait précisément ce qu'il faisait, et il savait ce qui allait se passer ensuite. Elle se leva pour fermer la fenêtre, la brise du soir la caressant. Les rebondissements s'étaient succédés, et maintenant les gants enlevés, Imogen inconsciente, et une lettre secrète attendant d'être lue. Il était temps de resserrer les mailles du filet. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une détermination silencieuse. Il ne restait plus qu'une pièce à assembler, et elle comptait bien la voir atterrir. Dimanche arriva à Little Witchwood sous un ciel couleur de parchemin délavé. L'air était immobile, lourd du silence de l'attente. Les cloches des églises sonnèrent dans tout le village, solennelles et régulières, appelant fidèles et curieux. Mais ce n'était pas seulement la prière qui occupait l'esprit des villageois ce matin-là. Imogen Van était restée à l'infirmerie de Duncombe, en observation. Son état s'améliore, quoique lentement. Elle avait adressé quelques mots hésitants à l'inspecteur Grave, mais prétendait ne se souvenir que peu du jour de son malaise et de la lettre en sa possession. Celle-ci n'avait pas encore été ouverte. Grave attendait une autorisation judiciaire. Miss Marple, assise principalement au 2e banc de l'église Sainte-Mildred, écoutait d'une oreille le sermon du révérend Non, laissant le reste de son esprit vagabonder sur le tapis de faits et de craintes qu'elle avait recueilli. La cérémonie s'acheva par le chant final chanté dans un murmure. Les fidèles sortent en file indienne, tête penchée, murmurant des théories déguisées en condoléances, tandis que les autres s'attardent pour échanger des plaisanteries, ou faire la queue poliment pour le thé dans la salle paroissiale. Miss Marple sortit dans la lumière tamisée du porche, et emprunta l'allée du jardin en direction du domaine Strickland. Elle avait sollicité un rendez-vous plus tôt dans la matinée. Il avait été organisé, poliment mais sans enthousiasme. Amelia Strickland, toujours vêtue de noir de deuil, devait la recevoir dans la véranda. L'ancienne maîtresse de maison des fêtes estivales était désormais diminuée, tel un rideau de théâtre tiré à moitié, dissimulant une grande partie, mais pas tout, de ce qui se cachait derrière. Miss Marple fut introduite par une femme de chambre discrète, et trouva Amelia assise dans un fauteuil à haut dossier, son chapeau voilé projetant une ombre sur son visage pâle et ridé. « Vous souhaitiez me parler, Miss Marple ?» Sa voix était calme et posée. « Oui, » dit Miss Marple doucement, « même si je crains que la conversation ne soit pas des plus agréables. Le réconfort, à ce stade, dit Amelia, est un cousin éloigné. » Miss Marple ne s'assit pas. Elle se tint devant la cheminée, regardant une fois de plus l'horloge qui avait tout déclenché. « Votre mari, » commença-t-elle prudemment, « tenait un registre privé, une sorte de registre. Non, griffe, observation. Je crois qu'il l'a caché dans cette horloge, mais il a disparu avant l'arrivée de la police. Vous le saviez, n'est-ce pas ?» Le regard d'Amelia ne broncha pas. « Je savais qu'Archibald prenait des notes, je ne savais pas où. Mais vous en saviez assez pour regarder. » Il y eut un silence, long et dur. « Sepp,
Je suis entré dans la pièce après sa mort, dit enfin Amelia. 7. Avant l'arrivée de l'inspecteur. 7. J'ai ouvert l'horloge, oui. J'ai vu qu'elle était vide, c'est tout. Miss Marple se tourna vers elle. 7. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? 7. Parce que je craignais ce que cela suggérerait, que j'avais pris quelque chose, que je cachais quelque chose. Et vous? Non, mais vous saviez que quelqu'un d'autre l'avait fait. La mâchoire d'Amelia se serra. Je soupçonnais. Miss Marple s'approcha d'une voix basse et posée. 7. Amelia, qui d'autre avait accès à cette pièce? Ni le personnel, ni Imogen, qui avait la clé de cette horloge. 7. Un souffle, un silence. 7. Mon mari d'Ellsworth, dit-elle, et le Doc Tom Crouch. Le nom flottait dans l'air comme une pierre tombée dans un étang calme. 7. Il nous avait aidés à la restaurer, poursuivit Amelia, lorsque la charnière s'était cassée des années auparavant. Il avait fabriqué une clé de rechange. Miss Marple hocha la tête. Et tu n'en as jamais parlé à personne. J'avais honte d'admettre à quel point je l'avais laissé entrer dans nos vies. Miss Marple s'assit alors, silencieusement au bord d'une chaise délicate. 7. Je crois, dit-elle, que le carnet de votre mari contenait des informations sur le médecin, peut-être quelque chose de compromettant, quelque chose dont il craignait la ruine. 7. Les yeux d'Amelia restèrent secs, mais ses doigts agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil. 7. Et quand il apprit que Imogen était au courant, il paniquait, poursuivit Miss Marple. Elle lui faisait confiance, troublée par lui. Peut-être m'avait-elle essayé de le protéger, mais dans le doute, elle s'effondra sous le poids de la situation. 7. Les lèvres d'Amelia se lancent. 7. Pensez-vous qu'Edmond ait assassiné mon mari? 7. La voix de Miss Marple ne s'éleva pas. Je pense qu'il craignait d'être démasqué. Je pense qu'il a récupéré le registre avant de mourir. Mais non, je ne pense pas qu'il ait empoisonné le colonel. 7. Amelia cligna des yeux, puis Miss Marple la regarda doucement. 7. C'est ce que je suis venu découvrir. 7. La conversation s'égara. Le thé fut servi, puis oublié. Miss Marple partit peu après, sa visite laissant derrière elle plus de malaise que de paix. Plus tard dans la journée, elle descendit sur la place du village où des enfants faisaient voler des cerfs-volants, et où le vieux Berry tentait de diriger une répétition de fanfare. En apparence, tout semblait comme avant, mais Miss Marple en avait assez vu, assez entendu, pour savoir que des fils subsistaient, et l'un d'eux appartenait à Edmond Cantry. Elle lui écrit un mot ce soir-là, juste un mot. J'ai une question à propos des gants. Vous pourriez peut-être appeler demain matin. Monsieur. Lorsque le médecin arriva, à 10 heures précises le lendemain, elle l'accueillit dans le salon, et lui offrit du thé. Il accepta d'un air légèrement nerveux. Des gants, demanda-t-il, après la première gorgée. Oui, dit-elle, les gants de cuir que vous avez mentionnés, Amelia Strickland. Êtes-vous certaine qu'elle est la seule à souffrir de ce mal? Il fronça les sourcils. À ma connaissance, oui. Curieux, dit Miss Marple, parce que Lily aperçut une silhouette devant la porte-fenêtre le jour du meurtre. Des gants noirs. Et pourtant, Amelia n'était pas dehors. Elle était avec Madame Prescott sur la pelouse. Il ne dit rien. Miss Marple continue. Les gants que Imogen avait laissés étaient maculés de rouge à lèvres. Ce n'était pas le sien. Ils avaient été volés pendant le cambriolage. Quelqu'un a risqué d'être exposé pour cette paire. Pourtant, il garde le silence. J'ai souvent constaté, dit Miss Marple doucement, que la culpabilité ne se manifeste pas seulement par le silence, mais aussi par les efforts pour contrôler un récit, pour orienter les soupçons, et même pour conseiller aux autres ce qu'il faut retenir ou oublier. 7. Le docteur Cry se leva. Qu'insinuez-vous exactement, Miss Marple? 7. Elle se leva également. 7. Que vous n'avez peut-être pas commis de meurtre, dit-elle. 7.
mais vous avez bel et bien essayé de cacher quelque chose, et quelqu'un d'autre comptait là-dessus. Quelqu'un a utilisé votre silence comme couverture. Ses épaules retombèrent, le masque tomba. Il y a des choses, dit-il doucement, qui n'ont pas leur place dans la vue du public, pour le bien des autres. Miss Marple l'observa. C'est ainsi, dit-elle, que les erreurs deviennent des tragédies. Il partit sans en dire plus. Miss Marple resta à la fenêtre après son départ. Son thé avait refroidi, mais son esprit était désormais clair. Elle savait qui avait tué le colonel Strickland, mais avant de le révéler, elle allait tester un dernier fil, une ultime conversation prudente, car celui qui avait échappé à tous les filets n'avait pas encore peur, et Miss Marple, avec toute sa douceur, comptait bien changer cela. Le lendemain matin apporta une étrange paix. L'air était chaud, le ciel d'un doux bleu estival, et Little Witchwood s'animait lentement, comme si les troubles de la semaine écoulée n'étaient qu'une tempête qui s'estompe. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Le calme précède souvent les moments les plus importants, ceux qui changent tout. Il lui restait une dernière pièce à mettre en place délicatement, et pour ce faire, il lui fallait le public idéal. Ce public arrive à 11 heures précises. L'inspecteur Graves entra dans le salon de Miss Marple avec la confiance prudente d'un homme qui savait que quelque chose allait être révélé, mais pas encore comment ni par qui. Il était suivi de près par le révérend Armand, convoqué sur invitation, et derrière eux, le visage marqué par une anxiété persistante, se trouvait le docteur Edmund Country. Il semblait ne pas avoir dormi. Miss Marple les salua tous avec la même politesse, leur faisant signe de s'asseoir avec la même délicatesse qu'une hôtesse préparant le thé, et non la vérité. « Quelqu'un d'autre nous rejoint » dit-elle en revenant de la cuisine avec un plateau d'argent, « mais j'imagine que vous ne serez pas surpris de savoir qui. » Ils se retournèrent tous lorsque Lily Hart entra dans la pièce. La jeune fille avait maintenant un regard résolu, bien différent de la pâle timidité qu'elle avait affichée plus tôt dans la semaine. Elle adressa un signe de tête reconnaissant à Miss Marple et s'assit tranquillement près de la fenêtre. Miss Marple versa le thé en silence, le laissa infuser et le fit circuler d'une main experte. Ce n'est que lorsque les tasses furent posées qu'elle prit la parole. « Sepp, je vous ai fait venir parce que le temps des spéculations est révolu, » dit-elle doucement. Les questions qui ont troublé ce village où se trouvait le meurtrier du colonel Strickland, pourquoi et comment, trouvent des réponses. Et la vérité, comme souvent, ne réside pas dans les preuves, mais dans la compréhension des gens. L'inspecteur Graves se pencha en avant. « Vous croyez connaître le meurtrier C ? » « Je le sais. » Il y eut un silence. « Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Marple, dit Graves, dites-nous. » Elle hocha la tête. « Commençons donc, non pas par la mort du colonel, mais par l'objet qui a perturbé la pendule. Une belle chose, mais silencieuse le jour du meurtre. Silencieuse car son carillon avait été volontairement désactivé. Quelqu'un s'y était introduit, avait extrait quelque chose d'un petit carnet, qui, nous le pensons maintenant, contenait un registre de secrets, de griffes, peut-être même de menaces. Elle se tourna vers le docteur Country. « Vous le saviez? Vous l'avez dit à Imogen. Vous craignez ce qu'il pouvait contenir sur vous-même. » Country leva brusquement les yeux, mais ne dit rien. « Vous l'avez prise, poursuivit doucement mademoiselle Marple. Vous craignez les agissements du colonel, alors vous l'avez retiré pour vous protéger. Mais vous n'étiez pas la seule à le savoir. Tu n'étais pas la seule à avoir peur, Amelia Strickland. » Le nom resta muet un instant avant que Miss Marple ne le prononce. Je crois que Amelia aussi craignait le contenu de ce carnet. Pas pour elle-même, peut-être, mais pour quelqu'un qu'elle aimait. Quelqu'un qu'elle avait passé sa vie à protéger. L'inspecteur Graves cligna des yeux. « Imogen ? » ?»« Non, » dit Miss Marple en secouant la tête. « Pas Imogen.
Archibald Strickland n'avait pas d'enfant, mais son enfance fut remplie de secrets. Et aucun n'était plus dangereux que la vérité sur la fille de son frère défunt. Elle tourna les yeux vers Lily Hart. Il y eut un silence. Les mains de Lily tremblaient légèrement. « Voyez-vous, dit doucement Miss Marple, Lily n'est pas seulement la femme de chambre. Elle est aussi la nièce du colonel Strickland, la fille illégitime de son frère cadet, un héros de guerre mort sans reconnaissance. Sa mère, autrefois au service de l'armée, confie l'enfant à Amelia. Amelia, peut-être par culpabilité, peut-être par amour pour son éducation, lui donne une place au domaine et veilla à ce qu'elle ne soit jamais exposée au ridicule. Les yeux de Lily brillèrent, mais elle ne dit rien. Le colonel, poursuivit Miss Marple, avait toléré cet arrangement jusqu'à récemment. Je crois qu'il avait découvert quelque chose qui lui avait fait considérer Lily comme une menace. Peut-être soupçonnait-il une liaison. Peut-être voyait-il simplement en sa présence la honte du passé. Mais quelle qu'en soit la raison, il avait l'intention de la renvoyer. Et elle se tourna vers l'inspecteur Graves. C'était la dispute que Peter Willoughby avait entendue. Pas à propos du salaire. C'était à propos de Lily. Peter était amoureux d'elle, voyez-vous. Cela le mettait en colère d'entendre le colonel parler d'elle avec tant de cruauté. Graves fronça les sourcils, mais Peter ne le tua pas. Non, dit Miss Marple doucement. Il ne le tua pas. Lily non plus. Le silence s'épaissit. Miss Marple regarda la dernière personne dans la pièce à laquelle elle n'avait pas encore parlé. Amelia Strickland s'exécute. La salle retient son souffle. La voix de Miss Marple reste calme, mais certaine. Elle avait tué son mari pour protéger Lily, et pour mettre fin au règne d'un homme qui avait longtemps terrorisé la maison. Elle savait pour le carnet. Elle avait vu que le docteur Country l'avait déjà emporté. Mais elle craignait que cela ne suffise pas. Archibald avait des projets, et elle savait, après l'avoir supporté pendant des années, qu'il les exécuterait. Le docteur Country se leva brusquement. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Pour le registre. Pour Lily. Vous n'aviez pas besoin, répondit Miss Marple. Elle avait des yeux. Et des raisons. L'inspecteur Graves parut hébété. Mais le poison a-t-il été administré? Miss Marple croisa son regard. À travers le whisky. Mais pas pendant la fête. Plus tôt. Le colonel se versait toujours son verre avant l'arrivée des invités. Amelia ajouta le poison dans la bouteille ce matin-là. Elle savait qu'il se servirait avant de retourner à la fête. Et elle avait suffisamment bien calculé son action pour que les effets ne se fassent sentir qu'après qu'il se soit installé dans le salon. Le révérend Harmon prit la parole pour la première fois. Élégant, Amelia les portait pour manipuler la bouteille. Une précaution minimale, mais nécessaire. Plus tard, elle les récupéra dans la chambre d'amis, où Imogen les avait emportés sans le savoir. C'était un cambriolage. Non pas pour voler, mais pour brouiller les pistes. Lily allaita. Non, murmura-t-elle. Non, elle ne pouvait pas. Miss Marple s'approcha d'elle et s'agenouilla doucement. Elle l'a fait pour toi, ma chère. Mais un meurtre, même pour défendre autrui, laisse une tâche que personne ne devrait porter. Elle t'aimait, je crois. Peut-être plus qu'elle n'a jamais aimé son mari. Lily détourna le regard, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. L'inspecteur Graves se leva lentement. Il faut que nous parlions immédiatement à Amelia Strickland, immédiatement. Miss Marple hocha la tête. Elle t'attend. Je lui ai envoyé un mot ce matin. Tandis que les autres sortaient, discrète et pensive, Miss Marple resta assise près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Elle regarda le vent d'été agiter les roses le long du chemin, effleurant les pétales avec le même soin qu'elle avait mis à démêler le tissu des mensonges.
La vérité finalement était restée silencieuse. Elle n'avait ni crié ni hurlé. Elle avait murmuré. Et Jane Marple, comme toujours, avait écouté. L'inspecteur Graves revint du domaine Strickland peu après midi, son manteau saupoudré de pollen et le visage crispé par le poids du devoir. Il ne dit rien en entrant dans l'arrière-salle du Red Artine, mais le sergent Talbot qui l'attendait près de la fenêtre avec une théière froide comprit immédiatement. La pièce était silencieuse lorsque Graves accrocha son chapeau et s'assit, inspirant lentement avant d'ouvrir son carnet. « Madame Amelia Strickland a avoué, dit-il finalement. Pas directement, pas comme on aurait pu s'y attendre. Mais cela suffit. » Ces mots étaient soigneusement choisis, mais son sens était clair. Talbot, plus jeune et pas encore habitué aux subtilités des aveux non criés, cligna des yeux. Et qu'elle dit, « Monsieur, elle a simplement dit ceci, quand un homme empoisonne les racines d'un arbre, il arrive un moment où la taille ne suffit plus. » Lucette, puis elle a posé une paire de gants sur la table, un cuir sombre légèrement usé aux paumes et m'a offert du thé. Il a refermé le carnet et regardé par la fenêtre. Je crois que nous pouvons prendre cela pour un aveu. La nouvelle a d'abord circulé lentement, gardée secrète par l'inspecteur et les rares personnes au courant. Mais en fin d'après-midi, elle était passée des murmures aux déclarations, et des déclarations à la certitude. Les villageois de Little Witchwood ont accueilli la nouvelle avec cet étrange mélange d'incrédulité et de compréhension qui suit souvent une tragédie. Il n'y avait ni joie ni même beaucoup d'indignation, seulement une acceptation silencieuse. Amelia Strickland ne subirait pas de procès public. Sa santé déjà fragile déclina rapidement dans les jours qui suivirent. Ses aveux, aussi discrets fussent-ils, ouvrir la voie à un retrait discret de la vie publique. Elle resterait au domaine de Strickland, à l'abri des regards, avec des soins infirmiers 24 heures sur 24 et rien de plus qu'une déposition officielle recueillie par le ministère public. Aucune inculpation ne serait retenue. Pas de gros titres. Miss Marple, interrogée, n'émit aucun avis. Elle dit simplement c'est que la justice rendue avec douceur peut toujours être justice. Mais ce dimanche soir-là, Lily Hart lui rend visite. La jeune fille se tenait devant le portail de Miss Marple, les yeux rouges mais secs, attendant d'être accueillie. Miss Marple la conduisit jusqu'au banc du jardin, sous la tonnelle de rosiers. Les fleurs étaient maintenant en pleine floraison blanche et rose rougissant légèrement dans la lumière déclinante. « Aspe, je ne savais pas, m'en dit Lily après un long silence. Aspeltet, de mon père, de tout cela. Espelteniti, Miss Marple, Espeltet ne l'aurait pas fait. Espeltet, il les fleurs étaient po je ne se ne sat ne set ne se ne sat ne unpunde, imde, setet, unpunde, set. Elle me protégeait. Oui mais elle tuait aussi. Miss Marple ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle cueillit une petite feuille sur le banc et la laissa tomber doucement sur le chemin. Il est fleuve le gens ne sont pas faits d'une seule chose, Miss que Monsieur Beau, dit-elle finalement. Nous sommes des patchwork. Nous sommes notre tendresse et notre cruauté, notre courage et notre lâcheté. Amelia Strickland n'était pas une meurtrière au sens où les journaux l'entendent. C'était une femme qui croyait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Lily hoqua lentement la tête. Elle ne m'a jamais traité différemment. Je crois qu'elle t'aimait beaucoup. Elles restèrent assises un moment en silence, la brise emportant le parfum du chèvrefeuille et de l'herbe coupée. Au bout du chemin, une sonnette de vélo sonna et un rire d'enfant résonna faiblement à travers les arbres. Espeltete, je crois que je vais quitter Little Witchwood, le jeune Zélipodie, dit Lily,
Il n'y a plus rien ici pour moi maintenant. Peut-être je ne sais l'hypothèse. Mais aussi peut-être que tout ce que tu es devenu est ici. Tu as été protégé, oui, mais tu as aussi survécu. Et maintenant tu peux choisir. Lily se tourna vers elle le regard scrutateur. Yes, comment fais-tu? Faire quoi? Tout voir. Comprendre les gens. Miss Marple sourit faiblement. Des années de tricot, ma chère. Et beaucoup de tasses de thé. Lily rit doucement, mais sincèrement. Et c'était le premier vrai rire que Miss Marple entendait d'elle. Non, c'est que les jeunes hélipopotes. Non, c'est tout ira bien, dit Miss Marple. Pas demain. Peut-être. Mais avec le temps. Lily se leva et hoqua la tête, écartant une mèche de cheveux de sa joue. Il est flot de... Merci, murmura-t-elle. Puis, après un silence, c'est de m'avoir reçu. Espolte. Et sur ce elle partit, sans se précipiter, sans fuir, juste en descendant tranquillement le chemin, passant les haies et les grilles du jardin, vers ce qui l'attendait ensuite. 2 jours plus tard, le village reprit son rythme habituel. Le cerf rouge rouvrit sa salle à manger. L'Institut des femmes organise une vente de pâtisseries. Même la chorale de l'église reprit ses répétitions, légèrement désaccordée mais pleine de détermination. Miss Marple, qui n'était pas du genre à se vanter de son rôle, se remit à tricoter. Elle avait commencé une écharpe pour le mari de sa nièce. Un homme affreux au goût affreux s'étonnait, l'hiver viendrait quand même. Et la laine était la laine. L'inspecteur Grave la remercia une fois de plus. Il apportait un petit paquet à l'intérieur, une clé ternie, l'original de la pendule de cheminée, trouvée parmi les affaires du défunt colonel. Un curieux souvenir, dit-il. J'ai pensé que vous l'apprécierez. Miss Marple l'accepta avec un petit sourire. Merci, inspecteur. J'ose dire qu'elle ne me sert plus à rien maintenant. Mais je la garde néanmoins, comme un souvenir. Grave marque une pause. Puis-je vous demander quand l'avez-vous su? Vraiment? Pas avant très tard, admit-elle. Les indices étaient dispersés. Une pendule qui ne sonnait pas. Des gants qui disparaissaient et réapparaissent. Une jeune femme qui portait trop de fardeau. Et une veuve qui n'avait pas fait son deuil comme il se doit. Et le mobile. Miss Marple joignit les mains. L'amour, dit-elle, c'est si souvent de l'amour, tordu, altruiste ou désespéré, mais toujours de l'amour. Grave hoqua la tête. Et je pense parfois que nous sommes trop prompts à chercher la haine. En effet, dit Miss Marple, la haine est bruyante. L'amour, quand il tue, est terriblement silencieux. Mais le dernier soir de cette longue semaine, Miss Marple était de nouveau assise dans son jardin. Le ciel était au ton pastel, le soleil entamant sa lente descente derrière les arbres. Elle sirotait son thé et regardait un rouge-gorge voletant du poteau de clôture au buisson de lilas. Puis retour. Son regard se porta vers le village, immobile et familier dans la douce lumière. Plus de secrets pour l'instant. Plus de crimes, juste une horloge creuse sur la cheminée, qui tic-tac enfin à nouveau, dont le carillon s'était réparé et résonnait faiblement au loin. 12 notes, une pour chaque heure écoulée, et une pour la vérité, enfin découverte. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dévoilement silencieux de la vérité sous le calme rosier de Little Witchwood. Le village avait commencé à s'installer dans ce calme qui suit un orage d'été, pas tout à fait serein, mais silencieux, à sa manière blessée. Un nouveau silence s'était insinué entre les haies et les riels pavés. Ce n'était plus le silence du secret, mais celui de l'acceptation. Le colonel Strickland avait été enterré dans le caveau familial, près du vieil if.
sous un ciel exceptionnellement clair pour un été anglais. Les funérailles avaient été modestes, et l'assistance, quoique respectable, avait davantage été marquée par la curiosité que par le chagrin. Les villageois s'étaient rangés en rang poli, murmurant les mots attendus et jetant des regards obliques vers la silhouette voilée d'Amelia Strickland. Elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas parlé, elle était simplement restée debout, grande et immobile, la main posée sur le bras de sa compagne Lavinia Harmon, qui avait insisté pour l'accompagner. Imogen n'était pas venue. Elle était restée dans une maison de convalescence à Eastbourne, sous la surveillance d'une infirmière privée. On disait qu'elle avait fait de longues promenades le long des falaises, et qu'elle s'était remise à peindre. Certains murmuraient qu'elle pourrait ne jamais revenir. D'autres disaient que c'était pour le mieux. Miss Marple, qui savait que la vérité était rarement singulière, croyait que les deux étaient probablement vrais. Le domaine Strickland était en quelque sorte en suspens. Amelia resta dans ses murs, refusant les visiteurs, à l'exception du vicaire et de Lily, qui avait repris ses fonctions de femme de chambre et de secrétaire plutôt que de servante. Le titre de femme de chambre avait disparu, tout comme le mensonge qui avait marqué son enfance. Miss Marple avait noté ce changement avec une approbation discrète. La jeune fille marchait plus droite maintenant, sa voix ne tremblait plus. Elle avait toujours eu la force de se relever, attendant simplement que le poids du passé soit levé. Mais tout ne s'était pas retrouvé aussi facilement. L'inspecteur Grave est revenu à Duncombe, tout en gardant contact avec le village par courrier. Son rapport final avait été classé sans suite, et le ministère de l'Intérieur avait discrètement approuvé le résultat. Il n'y aurait pas de procès, pas de gros titres, pas de scandale. Là, juste un paragraphe dans les archives du comté, oublié de tous, sauf de ceux qui l'avaient vécu. Miss Marple, quant à elle, n'oubliait pas, elle ne l'oublie jamais. Par un chaud jeudi après-midi, elle se retrouva à nouveau assise sur son banc de jardin, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis qu'elle tricotait un rang de fil lavande doux pour en faire ce qui allait devenir un châle. Ce n'était pour personne en particulier. Elle aimait simplement s'occuper les mains, quand son esprit s'égarait. Mademoiselle Knight franchit le portail latéral, revenant de chez le primeur avec un filet de carottes et une légère plainte concernant le prix des groseilles à maquereaux. « On dit que nous aurons un mois d'août sec, » dit-elle en posant le panier. Mais je n'ai jamais connu de prévision digne de confiance. Manne Marple hocha la tête. Le ciel a tendance à prendre ses propres décisions. Elles restèrent assises dans un silence complice pendant quelques minutes, interrompu seulement par le bruissement de la brise dans les feuilles de rosier et le faible aboiement d'un chien au loin. Au bout d'un moment, Manne de Knight demanda ses pauvres. « Tu qu'elle regrette, Amelia ?» Manne de Knight hocha la tête. Miss Marple posa son tricot et croisa doucement les mains sur ses genoux. « Et je pense qu'elle regrette le besoin, mais pas le fait. » Miss Tebb. Manne de Knight pinça les lèvres. « Man expire. À ton avis. » Mais c'est plus triste. Manne de Marple. « Oui, Tebb. Mais pas pire. » Elle choisit ce qu'elle croyait être le moindre péché, et elle vivra avec cela en silence, ce qui est une sorte de pénitence. Manne de Knight resta silencieuse après cela. Elle ne s'était jamais vraiment habituée à la façon dont Miss Marple voyait le monde, non seulement tel qu'il était, mais tel qu'il était derrière les rideaux et sous le plancher. Plus tard dans la soirée, le révérend Harmon passa avec un petit pot de miel et un mot d'Amelia. Miss Marple le remercia à la porte, accepta le miel avec délice et glissa le mot dans la poche de son tablier. Elle le lut plus tard, près de sa lampe de lecture. C'était court,
Juste quelques lignes d'une écriture plus fragile que d'habitude. Merci. Devoir. De ne pas juger. La maison est plus calme maintenant, mais pas vide. Lily a commencé à me lire après le dîner. Je dors mieux. Il n'y avait pas de signature, seulement la faible empreinte des initiales imprimées sur le papier. Mademoiselle Marple plia soigneusement le mot et le rangea dans le tiroir de son secrétaire. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, ses pensées revinrent à l'horloge, cet objet qui se dressait si silencieusement au centre de tout. Elle avait été réparée, entendit-elle. Son carillon sonnait à nouveau, doux et précis, toutes les heures justes. Amélia avait insisté, comme pour rétablir le rythme de la maison, et peut-être de sa propre vie. Miss Marple pensait souvent à cette horloge, à la façon dont elle avait renfermé des secrets, à la façon dont quelque chose d'aussi orné et beau pouvait dissimuler les ténèbres avec une efficacité si silencieuse, et à la façon dont même lorsque l'horloge s'était arrêtée, le temps ne s'était pas arrêté, le temps avait continué, remodelant le village, réorganisant ses habitants. Le colonel Strickland avait disparu. Amelia s'était évanouie dans les ombres de son domaine. Imogen avait disparu dans le vaste ciel d'Eastbourne. Lily est restée, changée mais intacte. Et Miss Marple, toujours calme, toujours curieuse, avait repris son tricot. Le village, avec le temps, oublierait le meurtre. Pas complètement, bien sûr, pas pour toujours, mais lentement comme des empreintes de pas dans le sol après la pluie. Les contours s'estompent, et le scandale ne serait plus qu'une histoire de plus racontée par de vieilles dames autour d'un thé et de scones. Mais Miss Marple s'en souviendrait, car c'était son truc. Elle se souvenait des petits riens, le tintement hésitant d'une pendule, la trace de rouge à lèvres sur un gant, le silence dans une pièce où quelqu'un aurait dû pleurer, et parce qu'elle se souvenait, elle voyait, et parce qu'elle voyait, justice silencieuse, patience et terriblement polie, était faite, non pas avec des menottes ou des gros titres, mais avec compréhension. Et c'était finalement tout ce dont elle avait jamais eu besoin. Septembre arrivait tôt à Little Wishwood, avec une fraîcheur matinale et une lumière dorée qui baignait le village d'une teinte nostalgique. Les roses qui avaient autrefois fleuri en abondance sur les clôtures et dans les jardins de campagne avaient commencé à faner, et les haies, autrefois pleines de vie et de bavardage, bruissaient maintenant doucement sous le poids occasionnel d'une pie, ou les pas des enfants entrant à l'école. L'été s'était écoulé tranquillement, sans fanfare. La vie comme toujours continuait. Pourtant tout n'était pas revenu à sa place habituelle. Au domaine de Strickland, l'atmosphère était plus calme que jamais. Amelia Strickland s'était officiellement retirée de la vie du village. Son nom n'apparaissait plus sur les listes paroissiales ni sur les listes des œuvres caritatives, et sa chaise restait visiblement vacante à l'Institut des femmes. Certains murmuraient qu'elle était partie à Londres, d'autres pensaient qu'elle avait pris une chambre dans un sanatorium privé, mais ceux qui passaient devant le domaine en se rendant au marché apercevaient encore de temps à autre la silhouette d'une silhouette derrière les lourds rideaux, et le faible tintement de l'horloge restaurée se faisait parfois entendre dans la brise. À l'intérieur de la maison, Lily Hart était restée, elle n'était pas partie. Comme certains le pensaient, elle restait non pas comme domestique, ni même comme compagne au sens traditionnel du terme, mais comme quelque chose de plus subtil, de plus essentiel. Elle était devenue le cœur paisible de la maison. Elle prenait en charge la correspondance, s'occupait des médicaments d'Amelia, et ouvrait la porte quand on le demandait. Elle a traversé les chambres avec assurance, mais jamais sans vénération. Il a été dit que la maison, bien que inchangée dans les briques et le lierre, respirait maintenant différemment. Ce n'est plus hérissé, et à bien des égards, Lily non plus.
Elle a recommencé à lire des livres autrefois abandonnés en raison de la fatigue ou des attentes. Elle a commencé à s'occuper d'un petit jardin à l'arrière du domaine, ses doigts retraçant le sol comme pour cartographier son avenir dans chaque sillon, et chaque dimanche, sans faute, elle a apporté un bouquet frais à l'église, le plaçant tranquillement sur les marches avant de glisser dans un banc arrière. Les villageois, d'abord hésitants, sont venus à accepter sa présence. Le scandale avait reflué, le temps avait adouci les lignes, mais cela ne les avait pas effacées. Un après-midi, avec le soleil bas et incliné sur les voies pavées, Lily est apparue au chalet de Miss Marple, ses cheveux soigneusement attachés, un colis en lin dans ses bras. Mademoiselle Knight l'a montré, hochant la tête avec un léger sourire avant de se retirer dans la cuisine. Mademoiselle Marple était assise, comme toujours sur sa chaise près de la fenêtre avant, une fraîcheur de laine à ses côtés, et une tasse de thé déjà versée. Mademoiselle Marple, a commencé Lily, sa voix douce. J'ai apporté quelque chose pour vous, c'est Paul. Elle a déballé le colis soigneusement pour révéler une fine noix de nuit en dentelle, à la main, avec un motif de vigne délicat enroulant son chemin d'un bord à l'autre. Je l'ai trouvé parmi les affaires de ma mère, a déclaré Lily. Je pense qu'elle a réussi pendant son séjour en service, peut-être même ici. Mademoiselle Marple a pris la dentelle à la main, ses doigts qui courent le long de la tension familière du fil et du temps. C'est beau, dit-elle, ce qui signifie vraiment. Je pensais que vous pourriez l'apprécier, a poursuivi Lily, pas seulement pour ce que c'est, mais pour ce qu'il nous rappelle. Mademoiselle Ma, et qu'est-ce que ce que c'est, ma chère, que même les plus petits points fabriqués en silence, en secret, puissent maintenir les choses ensemble. Mademoiselle Marple la regarda, les yeux chauds. Une observation très sage. Côté dit, ils se sont assis ensemble alors, tranquillement, pendant un certain. À l'extérieur, la brise a dansé à travers les vignes de glycine, et le tissu lointain de tasse à thé du Red Arten a dérivé à travers la voie. Le rythme du village avait repris, mais c'était un rythme qui allait maintenant avec la connaissance silencieuse que l'obscurité, une fois touchée par la lumière, ne peut pas récupérer à nouveau la même forme. Lily après un certain temps se tenait, mais alors qu'elle atteignit la porte, elle se retourna. Vous souhaitez jamais que vous n'ayez pas vu autant. Mademoiselle Ma, inclinez la tête. Parfois, dit-elle, mais je me souviens alors combien de mal peuvent être faits quand personne ne voit du tout. Lily hocha la tête, l'absorbant, puis elle était partie, disparaissant sur le chemin du jardin, sa silhouette encadrée un instant à la fin de l'été. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise près de la cheminée, la nouvelle naperon placée sous une petite horloge en porcelaine qu'elle avait héritée de la sœur de son père. Elle regarda les mains collées avec une révérence silencieuse et se permettait le rare luxe de l'immobilité. Plus tard, elle a ouvert son cahier de celui qu'elle a gardé enfermé dans un modeste tiroir de son écriture. Elle n'a pas écrit de confession, ni de secret, mais elle a écrit des réflexions, extraits de caractère, des moments d'humanité qui persistent plus longtemps que les faits. Elle porte Amélia C. La force n'est pas portée, mais utilisée, une racine amère tirée avant d'empoisonner la vigne. Lily H, un nom comme une fleur, mais fait de trucs plus fermes, survivant silencieux, et, c'est, la lâcheté et la culpabilité, sont si étroitement tissées qu'il l'a confondue avec la vertu. La vérité est lourde, lorsqu'elle est portée seule, plus léger lorsqu'il est partagé. Elle s'arrêta, tapota doucement son stylo sur le journal, puis écrivait une dernière ligne. Les gens signifient rarement pour tromper le monde, seulement eux-mêmes. Mademoiselle Ma, elle a fermé le livre, a tourné la clé dans la serrure, et l'a retourné à sa place. L'horloge du manteau dans le village a frappé 9.
Elle l'a laissé sonner. Ensuite, avec une respiration à la fois fatiguée et satisfaite, Mademoiselle Marple s'est levée, a baissé la lampe et s'est préparée pour le lit. Dans l'immobilité qui a suivi, la maison chuchota avec l'âge mais plus avec des secrets. Et au-delà de ces murs, Little Westwood dormait dans la sécurité de savoir que quelqu'un parmi eux a toujours écouté, toujours regardé, pas avec suspicion, mais avec soin, le genre de soin qui attrape ce que les autres manquent, et ce faisant garde tout le village entier tranquillement, cousu doucement,